Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou Mariana, je suis trop heureuse de t'accueillir ici. Merci, bonjour Audrey, quelle joie d'être là avec toi. Alors, ça fait longtemps. Alors, pour ceux qui nous écoutent, moi j'aime bien raconter l'histoire du comment et du pourquoi. Un jour, j'ai vu une de tes publicités et j'ai fait: «Waouh!» J'ai vu tout de suite comment tu étais solaire et je sais même plus ce que tu as dit, mais quand je t'ai vue, je me suis dit: «Ouais, cette fille, j'ai trop envie de connecter avec elle». Et donc on a connecté, on a beaucoup échangé, on a fait des podcasts, on a fait plein de choses et moi je savais que un jour je t'inviterais ici, mais je savais pas vraiment. Je cherchais un peu le sujet sur lequel j'avais envie, de te faire venir et en fait, c'est la lecture de ton livre qui m'a fait waouh et je me suis dit: «Ça y est, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux savoir de Mariana». C'est que dans ton livre, il est juste tout ce que tu partages sur les réseaux et c'est dans ton livre et dans tes retraites et dans tout ce que tu mets en place, c'est juste génial. Enfin, franchement, c'est tout ce que tu partages gratuitement, c'est waouh. Mais moi, ce que je veux savoir aujourd'hui et pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui tu es? Tu es une maman, tu es une femme, tu as un parcours de vie perso, pro et j'ai envie de connaître un petit peu plus de ce chemin. Comment on arrive à être une femme aussi rayonnante et solaire et alignée que toi? Oh, déjà, merci beaucoup, ça me touche et le chemin n'est pas linéaire, Bah oui. contrairement à ce qu'on peut croire et vouloir croire, et pour moi, ce chemin passait par, des grands moments aussi de down et de doutes et de remise en question profonde, ce que je parle dans le livre aussi en partie. Écoute, je pense que c'est vraiment couche par couche, étape par étape et le chemin est parfois inverse de ce qu'on a cru. Souvent, moi quand j'accompagne, j'ai souvent cette question de comment on trouve notre chemin et je trouve que la question n'est pas bien posée, c'est plutôt comment on autorise que le chemin se dévoile Mmh. et c'est par accepter beaucoup de choses, en fait et dans mon cas, le chemin a commencé par accepter ce qui me convenait pas, en fait et quand j'ai accepté, je commençais à le changer. Belle introduction. Trop bien. Donc, on va commencer. Ah oui, et à la fin de cet échange, vu qu'on ce podcast est vraiment lifestyle, family, business, donc on va parler un peu du backstage de Mariana. Et puis à la fin, on parlera un petit peu business sur comment, du coup, en tant qu'indépendante, on peut se lancer et quels sont un petit peu les parcours qu'on peut mettre en place pour développer son entrepreneuriat. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés aussi par cette partie-là. Donc pour commencer, on vient aux bases. On entend un tout petit accent quand tu parles, léger, vraiment léger. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment ton éducation, qui tu es, d'où tu viens et ton éducation, quelle elle a été par rapport à l'argent, notamment? Écoute, je suis polonaise, donc d'où vient mon accent. J'ai grandi en Pologne jusqu'à mes 21 ans et ensuite, j'ai intégré le parcours de l'ESCP, qui est une, école française
et j'ai fait, un parcours international. J'étais 1 an à Londres, 1 an à Madrid et 1 an à Paris et du coup, c'était une ouverture pour moi incroyable et à la fois, une rentrée dans un monde, que je ne connaissais absolument pas et c'est a posteriori que je me suis rendu compte à quel point j'étais en suradaptation versus, ce que j'ai connu petite fille, en fait, Mmh. finalement. Je viens d'une famille de 3 sœurs, donc je suis la toute dernière. Mes 2 sœurs sont jumelles entre elles et on a grandi dans une, ambiance où ma mère ne travaillait pas et mon père était entrepreneur, qui lançait beaucoup de projets et qui était finalement, qui travaillait beaucoup la semaine, mais on savait qu'on était, sa priorité. C'est-à-dire on pouvait l'appeler à tout moment de la journée, il pouvait tout abandonner pour nous sauver, s'il fallait et on le savait qu'il était là et c'est surtout le week-end quand on avait des moments où on partageait les passions ensemble. Donc c'est lui qui m'a initiée à l'équitation, c'est avec lui que je montais à cheval, c'est lui qui m'a appris le tennis, enfin c'est toujours très actif avec mon père, il vit 1000 à enfin il vit 1000 à l'heure. Mais il a ses côtés, enfin voilà, il fallait quelque part, y arriver. Il nous a inculqué une certaine discipline, et une certaine, responsabilité. Et à la fois, il avait une grande joie de vivre. C'est-à-dire, il faisait enfin, on avait toujours les amis à la maison. Le week-end, mes parents sortaient, ils faisaient beaucoup la fête et donc moi, j'ai appris que la vie, c'est la joie et Ouais. donc quand j'arrive à Paris, après mes études, je commence à travailler. Je découvre un autre modèle, qui est, très différent du modèle polonais. C'est-à-dire la disponibilité avant tout. C'est comme si, être, présent au travail et disponible pour le travail augmentait nos compétences et notre, et la valeur qu'on crée. Donc ce fameux présentéisme qui était Mmh. pour moi, ça n'a jamais été vraiment, valorisé en Pologne. En Pologne, il y a un côté entrepreneurial, enfin en tout cas, l'environnement dans lequel je grandis, il fallait bien faire le travail, mais ensuite pour vivre. Et là, en fait, je me retrouve dans des grands groupes où je me sens, valorisée par la société pour ce que je fais parce que c'est prestigieux. En revanche, je commence à sentir que je me m'éteins un petit feu parce que j'ai pas assez d'autres roues qui tournent en même temps que les roues de travail. Comme si, j'ai rentré malgré moi dans un modèle assez sacrificiel que pour réussir, il faut sacrifier son espace perso, sa santé, et à 29 ans, mon corps, me fait comprendre que ça peut plus continuer comme ça. J'ai un problème de thyroïde, qui s'appelle, maladie Hashimoto et là, je commence à comprendre que je suis mise face à des décisions que j'ai besoin de prendre, pas pour plaire aux autres, mais pour, plaire à moi-même. Mmh. À 29 ans quand même, ce qui est, assez jeune. À ce moment-là, tu avais pas encore d'enfant? Non, OK. j'avais pas d'enfant, j'étais pas encore mariée, mais cette idée d'avoir ma famille et dans un cadre qui me convient était déjà très présent pour moi. Et je voyais que ma vision de famille et de ma vie au sens large était incompatible avec, ce que j'étais, demandée de faire ou de sacrifier dans ce monde, où j'étais soi-disant en train de réussir. Mmh. Et j'ai une question par rapport à la Pologne et le présentéisme en France. Est-ce que tu as la sensation que c'est quelque chose qui est présent en France et pas en Pologne? En fait, il y a plutôt une dimension, est-ce que l'entrepreneuriat est plus mis en avant en Pologne et donc plutôt du résultat que du présentéisme? Alors je sais pas si c'est, français ou polonais, c'est plutôt que, il faut comprendre un peu le contexte en Pologne, c'est que c'est un pays post-communiste où, avant en fait, enfin déjà l'approche au travail est très différent. C'est-à-dire pendant le communisme, tu viens simuler un peu le travail, tu es mal Mmh. payé pour un travail mal fait et donc au final, si tu es ambitieux ou tu es pas ambitieux, c'est pareil. Donc cette idée, est très contre-productive et à un moment dans les années 90 arrive, hem, le renouveau, c'est-à-dire on devient un pays capitaliste et là, on arrive dans un pays où tout est à construire, tout est à faire, tout est à imaginer. Rien n'est saturé, rien n'est Mmh. et donc en fait, quelque part, on passe de ce travail de 9 heures à 14 heures mal payé à, bah, sky is the limit et donc
je pense qu'il y a une sorte d'approche de: «Si je crée de la valeur, ça peut être infini». Donc mon père commence quand même à travailler beaucoup, pendant cette période, mais il y a quand même, bah, je pense que c'est un peu post-communiste, cette approche que le temps au retour du travail, le temps que tu passes avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis, Heu, c'est genre, c'est la quintessence de la vie parce que dans les pays communistes, tu travailles pas beaucoup, en fait et du coup, tu te tournes vers les autres pour survivre, pour, créer des liens, pour, parce que la vie est quand même, enfin, c'est pas la joie le communisme, hein, c'est le manque, en fait. Donc Mmh. pour survivre, tu as besoin de nouer des liens très forts avec les autres pour être en sécurité et du coup, j'ai l'impression que ces clashs entre 2 cultures, on n'avait pas encore, été assez longtemps dans le capitalisme pour, se dire qu'il faut que travailler et Mmh. la pile d'argent arrive et c'est très récent de pouvoir s'enrichir parce que dans le communisme, il y a pas de propriété privée et du coup, tout d'un coup, il y a cette vague d'optimisme, d'enthousiasme, de tout est possible. Et c'est, plus, cette idée d'avoir sa propre boîte et la gérer à ton rythme qui influence mon père. Parce que, fur et à mesure, je vois que, bien évidemment, dans les grands groupes, qui arrivent, qui s'installent dans la capitale, à Varsovie, heu, il y a bien évidemment aussi cette notion de présentéisme, mais ça vient avec des grosses structures, en fait. Mmh. Un petit peu en fait, il y a un petit peu des 2 mondes, quoi. C'est-à-dire, Ouais. le côté social qui vous avez gardé du communisme et puis cette ouverture et cette notion, j'ai l'impression, de liberté qui se crée et ton père a pris le train en se disant: «OK, je vais prendre le train à ce moment-là pour créer une entreprise» et forcément, ça faisait pas assez de temps qu'il y avait le capitalisme pour voir aussi, nous, ça fait bien plus longtemps. Trop bien. Et du coup, tu donc à 29 ans, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas dans le cadre, qu'il faut que tu changes de cadre. Qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà plusieurs choses. La première, c'est que je me frotte quand même à un état d'épuisement, que j'appellerais pas encore le burn-out parce que j'étais quand même encore capable de me lever et d'avancer, mais j'avais déjà un sentiment de ne plus avoir vraiment le goût de la vie, en fait. Comme si je devenais de plus en plus neutre et absente de ma propre vie et ce qui m'a, vraiment inquiétée parce que c'est comme si je découvrais une partie de moi que j'assumais pas pleinement. J'avais très, très peur de la devenir, full time et du coup, à ce moment-là, on part, hem, dans la nature. Je fais 3 semaines de pause, hem et je me rends compte, en fait, que je commence pendant ces 3 semaines à côtoyer des gens qui ont pas du tout la même pression, pas du tout les mêmes objectifs, qui vivent différemment. On part au Costa Rica, en fait et tout d'un coup, j'ai une rencontre avec un cheval. Ça peut paraître bizarre, mais on passe une nuit à une ferme écologique et je vois 2 chevaux, en fait, le lendemain, au pied d'un volcan, dans une nature effervescente et il y a un qui a le poil qui brille, qui est magnifique et l'autre qui est tout maigrichonne. Vraiment, on voit ses côtes, enfin, il me fait de la peine et je demande à la personne qui s'occupe de ces 2 chevaux qu'est-ce qui arrive et elle dit, «Bah, lui, il est en dépression» et c'est comme si j'avais un effet miroir Mmh. de je vis dans une forme d'abondance, enfin, je vis à Paris, je vis dans une ville qui est tellement magnifique, stimulante, inspirante et moi, je suis ce cheval qui n'a plus, la le jus, en fait et ça me fait, c'était enfin, c'est vraiment assez immédiat, la réaction corporelle que j'ai, de m'émerveiller, en fait, de voir, waouh, plus large et de me dire que j'ai autre choix, j'ai autre chemin de vie. Hem et du coup, enfin la nuit, j'ai un rêve et je me réveille la nuit comme si, la décision de quitter, mon travail devenait, ancrée et autorisée. Enfin, je suis autorisée, en fait et j'informe du coup, mes managers, enfin les gens avec qui je travaille que j'ai envie de quitter, mon poste. On se met d'accord sur, 6 mois, de transition que j'assume et pendant ces 6 mois, je commence déjà à chercher comment me faire accompagner dans cette transition parce que j'ai envie de lancer mon activité, sachant que dans mon exemple que j'ai à la maison, avoir une société, c'est ça la norme.
Donc pour moi, le salariat a toujours été un peu une sorte de, hem, quelque chose de bizarre, en fait. Ouais. L'idée d'exécuter, de me soumettre, de demander l'autorisation. Je ne me sentais pas adulte, en fait, dans ce chemin. J'avais l'impression que ça m'a ramenée vers, l'enfant qui doit obéir, en fait. Et c'est comme s'il y avait une partie de moi qui avait envie de décider par moi-même, en fait, que c'était ça pour moi la vie. Et du coup, je quitte, le salariat 6 mois plus tard et j'intègre un programme qui s'appelle Entrepreneur à l'Institut français de la mode. Et j'attends la suite. Tu intègres ce programme donc ça se fait pas en 5 minutes, ça t'a pris 6 mois de postuler, d'avoir les retours? Ouais, donc bah, je suis assez vite prise dans ce programme, enfin, je la répense, donc le moment quand j'arrête mon travail, salarial, j'intègre directement le programme et je commence à lancer mes premiers événements, donc ma boîte s'appelle Face to Face et je fais l'expérience, en fait, de louer un lieu, de faire appel à des créateurs d'entreprises, de marques de bijoux, de mode, d'accessoires et en fait, je me dis: «Ma mission, c'est de les rendre visibles et qu'ils rencontrent en face à face leurs premiers clients». Donc je mobilise tout mon réseau, d'un côté de clients, de l'autre côté RP, influence et elle est fondateur de marque et je me rends compte, en fait, que dès cette première expérience, il y a la deuxième, ensuite la troisième, ensuite je lance un site internet et en fait, tout tourne, je sens que je suis utile, mais là, le bémol, c'est que je m'exclus de l'équation financière de ma boîte. C'est-à-dire plus on grandit, plus on augmente les coûts, plus je priorise toujours de payer les autres, mais moi, je me verse pas de salaire et je me dis toujours que ça peut attendre, ça va attendre, ça va attendre et pourtant ça me fait perdre confiance en moi, donc j'ai la preuve tangible que mon concept marche parce que j'ai des clients. En revanche, comme je me paye pas, j'ai l'impression que ça vaut rien, en fait, ce que je fais, in fine, parce que ça m'a fait pas avancer dans ma propre vie. Mmh. Et tu ne te rémunères pas parce que tu n'as pas la trésorerie à ce moment-là et parce que tu as pas mal de coûts et que tu es en phase de croissance? Ou parce que tu n'oses pas le faire? Certaines personnes vont garder en trésor. Alors, c'est les 2, c'est-à-dire que, là, je me fais accompagner un moment et je comprends que de ma réalité intérieure est née ma réalité extérieure. C'est-à-dire, la raison pourquoi j'ai autant de coûts et j'ai autant de sous-traitants et d'experts autour de moi que je Mmh. paye, c'est aussi parce que ça reflète mon état d'âme qui est, j'ai tout le temps besoin d'être aidée et soutenue et que finalement je préfère payer les autres que payer moi-même et que ça part d'une forte, sensation que je ne n'ai pas de cette valeur. En tout cas, j'ai pas le droit de m'attribuer l'argent dans ce contexte et attention, c'est parce qu'aussi, je commence à toucher à mes croyances. C'est-à-dire si j'aime ce que je fais et c'est léger pour moi et je suis connectée à mes talents, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Parce que c'est pas de la labeur, parce que c'est pas dur et parce que ça passe pas par, la galère, en fait, quelque part. Et du coup, en reprogrammant dans le subconscient, c'est-à-dire dans mon système nerveux, mes croyances enfuies, invisibles, involontaires, que j'ai accumulées par loyauté familiale, mais aussi par contexte sociétal, par ce qu'on nous apprend à l'école. Enfin, il y a tellement de sources quelque part, mais peu importe la source, c'était encodé en moi, comment il faut gagner de l'argent et la manière comment je gagnais en étant pleinement épanouie, ça correspondait pas à mon système de croyance. Et donc quand je commence à faire le ménage dans mon système intérieur, dans ma perception de ma valeur, j'ai fait des exercices à me connecter à mon enfant intérieur, à des situations dans ma vie où je me suis déconnectée de ma valeur et parfois ce sont des souvenirs anecdotiques, je commence à voir que mon estime de moi augmente et le système que j'ai créé de cet état de non-estime quelque part, ne me correspond plus et je ne peux plus exister, je ne peux plus continuer dans ce système que j'ai créé avec ma boîte Face to Face. Et ça, tous ces exercices et cetera, tu te fais coacher en même temps? Ouais, je me fais coacher par une coach américaine pour qui j'ai énormément d'admiration, mais à la fois donc elle est un peu mon exemple et à la fois, elle me montre que nous sommes pareils, mais elle est à quelques pensées plus loin que moi. Mmh. Et donc je m'appuie sur sa confiance en moi momentanément
pour moi, recréer la mienne. Et je vois que c'est tellement puissant pour moi, c'est tellement enfin, ça rayonne sur tous les autres domaines de ma vie parce qu'entre-temps, en étant entrepreneur, je deviens maman et du coup, il y a aussi cette croyance qui émerge, que je pourrais pas, deviner sans être maman, c'est que, pour être une bonne mère, il faut être disponible tout le temps. Moi, j'ai une mère qui était maman au foyer et en même temps, pour être, entrepreneur et faire, fructifier ta boîte, bah, il faut être présente tout le temps. Et donc, je me retrouve dans une sensation de ne jamais être à la bonne place. Quand je suis avec mon enfant, j'ai l'impression que je travaille pas assez et quand je travaille, j'ai l'impression que je suis pas avec mon enfant. Donc, il y a une sorte de culpabilité omniprésente et via ce coaching et ce travail avec le subconscient, je commence à transmuter la culpabilité en fierté. Je commence à réellement métaboliser cette émotion dans mon corps et commencer à vraiment me répondre de quoi je suis coupable et en quoi je peux, quelque part, mettre en place un système, une forme d'organisation dans ma semaine qui correspond à ces 2 besoins simultanément. Être maman et avoir une entreprise et je passe par une prise de conscience que je n'offre pas uniquement à mon enfant mon temps, mais tout un modèle et que, avoir une maman épanouie et heureuse de ce qu'elle fait, de ce qu'elle transmet, ça fera partie de la richesse que je transmets à mes enfants. Je pense que ça va résonner beaucoup, beaucoup pour les personnes qui nous écoutent. J'ai envie juste de revenir sur le déclic parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes qui hésitent à se faire accompagner. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me faire accompagner? Comment ça se passe? Et du coup, toi, tu t'es fait accompagner, tu étais encore, chez Face to Face? Tu avais encore ton entreprise ou tu avais déjà décidé de changer de voie? Non, 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 j'avais pleinement mon entreprise et j'envisageais même pas changer de voie. Ouais. C'est-à-dire mon souhait, c'était d'aller mieux, de me payer au sein de ma société et je pense que comment savoir à quel moment tu as besoin de te faire accompagner? C'est quand tu es plus dans l'insuffisance que dans la suffisance, donc tu es plus dans la peur que dans l'amour, quelque part dans ta journée et j'ai compris quelque chose de fondamental avec cet accompagnement que pour moi, face to face, ma société était donc moi je me voyais comme si je manquais de quelque chose et cette société était censée m'apporter ma plénitude. Donc moi, j'étais vide et via la réussite de cette société, je serai pleine un jour. Et ce que ce coaching m'a permis de comprendre, mais même de ressentir dans mon corps avant de comprendre, c'est que je suis déjà complète, je suis déjà pleine et de cette plénitude-là, je veux entreprendre, en fait. Et c'est même pour nos clients, pour tous les gens qui vont travailler avec nous, venir vers les gens qui sont déjà pleins et venir vers les gens qui comblent un vide, c'est pas du tout le même ressenti émotionnel et on ressent cette énergie magnétique quand quelqu'un nous invite dans sa plénitude, dans son abondance, plutôt que a besoin de nous en tant que son client parce qu'il est en peur de ne pas survivre. OK? Mmh. Et du coup, ce travail m'a fait d'abord, en fait, comprendre que la plénitude ne viendrait jamais de mon salaire, ni du chiffre d'affaires que je veux générer, ni de il y a pas un tel nombre de clients qui peut combler ce vide, que c'est un travail intérieur à faire d'abord pour se dire d'où vient le vide et d'être OK avec le vide, de l'accepter quelque part et de s'habituer, en fait, à ce vide pour se dire: «En fait, le pire, c'est pas d'être vide, le pire, ce n'est pas avancer, en fait». Ça résonne beaucoup. Mmh. Est-ce que, donc là, tu décides je sens qu'en fait, tu te fais accompagner pour t'aider dans face to face et en fait, finalement, tu as une énorme prise de conscience qui te fait te dire que peut-être c'est pas au bon endroit et Mmh. que tu as un autre endroit et je pense que c'est là que tu as rencontré le coaching finalement. Tu as eu cette, Écoute, donc dans ma société, pendant le covid, donc j'étais pleinement une société de événementielle, en fait. Pendant le covid, tout s'arrête et je deviens une entreprise beaucoup plus de formation. Parce que tous ces créateurs qui peuvent pas s'exposer, qui peuvent pas faire vendre la vente, retail, brick to mortar, c'est-à-dire, physique, bah, ils sont un peu en stand-by et donc à ce moment-là, j'utilise cette fenêtre et je tous ces experts qui gravitent autour de moi, je crée des formations, en fait, sur plein de sujets et comme moi, je commence à me former en parallèle au coaching,
je commence à ouvrir une petite fenêtre de coaching avec moi auprès des anciens, enfin de ceux qui étaient, mes clients face to face et je commence à voir que côte à côte, hem, quand je coach, j'ai un regain d'énergie et quand je travaille dans ma vie d'entrepreneur d'avant, je perds de l'énergie et du coup, je commence à voir qu'il y a quand même une de ces activités qui est plus proche de ma mission de vie parce que ça me recharge et l'autre qui est plus loin de ma mission de vie et je me rends compte que même intellectuellement, ça m'intéresse beaucoup moins d'aider l'autre à vendre plus de produits que de l'aider à s'épanouir, comprendre ses ombres, traverser ses doutes et aller vers une action alignée. Et je me dis, Mmh. je sens que j'ai une contribution au monde, qui est plus importante quand je suis coach, full time que quand je suis entrepreneur à faire 1000 choses en même temps, et rien vraiment jusqu'au bout, en fait. Mmh. Puis finalement, c'est relié parce que si tu veux apprendre aux personnes à vendre, des produits, mais qui sont pas alignés, qui sont exactement comme tu dis, dans une posture d'attente et pas dans une posture d'attraction, ben, voilà, donc travailler sur l'abstraction avant la vente, ça peut être, intéressant. Exactement et aussi pendant les sessions que j'organise, donc il y a peut-être une vingtaine d'événements, à grande visibilité avec plus de 300 marques. Bah, je me rends compte que plus je donne l'opportunité aux femmes de d'être vues, donc d'être visibles, de se présenter, de mettre leur prix, de vendre, plus je vois que ça les paralyse et plus je vois qu'on a des problèmes, Mmh. des figements, qui sont vraiment au niveau de notre système nerveux et c'est pas en leur proposant plus d'événements que je vais les aider réellement à les dépasser. Donc je commence à me dire que je préfère aller à la source de à quel moment ça s'est figé dans leur système nerveux, à quel moment elles ont compris qu'être vues est dangereux potentiellement. Ouais, top. Donc là, maintenant, aujourd'hui, toi, tu es coach. Je mettrai, tout, ton site internet et tout dans les notes de l'épisode et tu as et ton livre aussi. Maintenant, j'aimerais parler de la partie maman. Ouais. Parce que, là, on a parlé de ton évolution professionnelle qui est juste super, super intéressante, mais tu restes maman de 2 petits garçons. Ils ont quel âge tes garçons? Ils ont 4 et 7. Voilà, donc tout ça en devenant maman 2 fois et je te sens de l'extérieur très carrée. Je te dis: «Je te sens» parce que forcément il y a toujours Instagram, versus réalité, tu vois? Mais je te sens quand même très carrée. Comment tu gères avec 2 enfants tes journées? Comment tu t'organises dans ton couple? Attends, c'est toi qui as 4 enfants, donc je pense que j'y a il y a quand même, Moi, j'ai un mari carré. Moi, j'ai mon mari qui est très carré. mmh, mais en tout cas, je trouve que c'est alors assez, assez vite, en fait, je me rends compte que je ne suis pas alors par nature, je ne suis pas très carrée dans le sens où j'adore la spontanéité et Mmh. donc j'ai besoin d'avoir des moments de pause là où il y a rien à atteindre, pas de résultat, pas d'attente. Un jeu enfin le jeu quoi. Je commence à voir que le jeu est très important pour moi et pour les enfants, pour qu'on ait aussi des moments de oui, non-activité en fait quelque part. Et du coup, je découvre une méthode, via le coaching qui s'appelle Monday or One, que je transmets dans les livres d'ailleurs et beaucoup aussi via, mes programmes et accompagnements, qui est une méthode où en fait on s'organise dans la semaine par de blocs, de temps, et donc on va imaginer notre semaine le lundi matin, pour que tous nos roues tournent en même temps. Donc je te donne un exemple. Moi, je ne peux pas faire une tâche, trop longtemps. Enfin, je suis assez, multipotentielle, donc le risque, c'est que tu t'éparpilles. Donc pour me canaliser, en fait, je me mets, 2 heures un lundi matin pour, imaginer le contenu de mon podcast. Ensuite, j'ai 2 heures de coaching. Ensuite, je vais chercher les enfants à l'école et je vais passer 2 heures au parc avec eux. Ensuite, j'ai 1 heure de sport avec mon mari. Et mardi, ça va être, 2 heures de temps, à, enregistrer le podcast et le mettre en ligne parce qu'il sort toujours le jeudi matin. Ensuite, j'ai et en fait, fur et à mesure donc j'ai aussi un déjeuner avec une copine. J'ai et donc je prévois ces blocs de temps avec 2 idées en tête. La première, c'est quel est le résultat que je vais obtenir cette semaine-là? Donc
les choses que j'ai jamais encore fait, qui me tiennent à cœur et qui participent à la personne que j'ai envie d'être dans un an. J'ai vraiment une sensation de quel est le résultat et je choisis un résultat par semaine, pas plus. Et ensuite, il y a bien évidemment ce travail opérationnel. Donc la deuxième chose qui m'intéresse, c'est plus le résultat est ambitieux, plus j'ai besoin de temps de détente, que j'appelle le temps lent, où il ne se passe rien, où mon corps se recharge. Et du coup, je le planifie, ça j'appelle ça le me time. Et en fait, je planifie donc ça peut être le bain le soir, ça peut être un déjeuner avec une copine, ça peut être la respiration parce que je fais beaucoup du breathwork, dans ma semaine, ça on va en parler parce que je viens de me former et pour moi, c'est une technique d'apaisement du système nerveux qui est incroyable, de régulation intérieure et donc je vais aller dans le bois qui est à côté de chez moi ou je vais respirer dehors. Ce sont des moments qui sont prévus dans ma semaine, en fait. Et je n'ai pas besoin de les négocier, en fait, auprès des autres. Et donc, moi, quand j'ai déjà ma semaine idéale envers moi, je me pose la question, est-ce que dans cette semaine, je vais passer assez de temps avec mes enfants? Est-ce que dans cette semaine, est-ce que j'ai assez de temps pour mon mari, pour... Et je me pose la question, est-ce que cette semaine me ressemble? Est-ce que quand ma semaine me ressemble, ma vie me ressemble? Et j'ai compris ça, en fait, avec cette technique, que c'est aussi simple que ça, et en même temps, c'est aussi dur que ça, Mmh. parce que nous sommes très nombreuses à se dire que c'est pas moi qui décide, mais c'est le temps qui décide, tu vois? J'ai pas assez de temps pour. Mais en réalité, la phrase c'est: «J'ai décidé de ne pas allouer le temps pour» et c'est OK. Enfin, Mmh. c'est ton choix, mais est-ce que tu sais que c'est ton choix? Et quand tu commences à savoir que c'est ton choix, tu commences à ça apaise en fait quelque part. Moi, le lundi matin quand je me réveille, depuis que je connais cette méthode, j'ai hâte de vivre ma semaine parce que chaque jour, j'ai prévu quelque chose qui est du genre de me time qui m'enthousiasme. Aujourd'hui, c'était le podcast avec toi, tu vois? Mmh. J'avais hâte de le vivre, je sais qu'on l'a prévu et c'est mon moment, avec toi, et du coup, tu vois, le matin, j'étais déjà contente pour ce qu'on va vivre aujourd'hui. Mmh. Ça ferait que je Donc suis en mes semaines, tu vois ce que je veux dire? oui, ce que je vois vraiment, c'est que tu subis pas. C'est que tu fais de la du tu proactive sur, ton temps et tu es maître de ton temps et de ton emploi du temps que tu subis pas. Donc je pense que ça change aussi beaucoup de choses dans la façon de vivre d'une maman, d'une entrepreneuse. Et attends, parce que c'est pas aussi simple que ça. On est toutes, exposées aux maladies de nos Bien sûr. enfants, aux urgences, des choses qui se passent pas comme on veut et donc j'ai aussi quelque part appris à naviguer là-dedans. Donc, j'ai bien évidemment des journées parfois qui se déroulent pas comme prévu. Mais par exemple, quand il y a des travaux dans mon immeuble, le laps de temps quand je suis censée enregistrer le podcast, c'est que ce que je veux faire, c'est pas que ça va disparaître et je veux pas le faire, c'est que je vais échanger avec un autre bloc dans ma semaine et donc je sais que l'enregistrement du podcast, je vais le retrouver à un moment et du coup, ça fait que tu tu pas toute la semaine qui a capoté, en fait et pour moi, en fait, j'aime beaucoup cette, anecdote que je trouve que qui agit vraiment, enfin, on comprend mieux l'organisation du temps avec elle, c'est que la plupart du temps, quand tu organises ta semaine, ce sont aussi tes rendez-vous avec toi-même. C'est-à-dire le podcast, personne me demande réellement de le faire. C'est mon rendez-vous avec moi-même de le faire. Écrire un livre, ça n'a jamais été une demande, personne n'avait hâte de lire mon livre dans le sens où c'est le jour quand je l'ai sorti que les gens se sont dit: «Ah OK, bah, c'est chouette», mais ça vient d'une demande intérieure et donc du coup, ces laps de temps, quand on a prévu pour écrire un livre que personne n'attend, peuvent assez facilement sauter. Donc parce qu'on se dit: «Bah, il y a la priorité, l'urgence», voilà et j'ai compris que la vie où l'urgence prime n'est jamais ta vie vraiment. Donc il faut apprendre à prioriser l'important au-delà de l'urgent et quand je prévois quelque chose qui est important et pas urgent, donc par exemple écrire un livre, je me dis que c'est comme si je donnais un rendez-vous à un être, cher dans un café. Que je lui dis: «Écoute, on va passer 2 heures ensemble, hem et genre on a toutes les 2 hâte. Si je viens pas à ce café et je te préviens pas et ça saute et je dis rien, comment ça affecte notre relation selon toi? Hein? Mmh. Tu perds confiance en moi. On est d'accord? Rela relation avec soi-même, en fait. Et du coup L'image. exact et du coup la confiance vient de là, c'est si je me suis donné le rendez-vous et je viens pas et je me préviens pas, je retrouve pas après ce temps,
c'est comme si je commençais à nuire à ma relation à moi-même et donc je perds la confiance dans ma capacité à ne pas, abandonner, en fait. Et inversement, plus tu te fixes des rendez-vous avec toi-même et tu les respectes, plus ta légitimité intérieure augmente, en fait. Ça te Mmh. parle? Ouais, complètement, Mmh. complètement. Je pense d'entrer dans cette phase-là depuis pas trop longtemps. Hem, est-ce que tu peux me parler un peu de ta relation de couple? Comment vous vous organisez? Ça aussi, je pense que ça peut être très inspirant. Ouf, ça, c'est un gros sujet, le couple, parce que pour moi, en fait, c'est un sujet un peu sans fin. C'est-à-dire, on a eu tellement de phases. Tu as la phase sans enfant, la phase avec enfant, la phase, comment tu te places via tes grands-parents. On vient tous les 2 de 2 modèles de famille complètement opposés, je dirais. Donc en fait, dans notre couple, il y a eu plein de moments d'ajustement et comme moi, je suis coach, quand ça va pas, j'ai fait appel aux autres, je suis très coachable du coup et mon mari avec, du coup, il me suit et ça, c'est une grande chance. On a de temps en temps, des moments où on se fait accompagner pour clarifier les choses et surtout, je trouve qu'il y a cette idée de comment les 2 êtres peuvent être alignés tout le temps, en même temps, pendant 15 ans. Tu vois, là, on va fêter 10 ans de mariage, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Genre, à quel moment ça arrive dans une vie où les 2 êtres sont tout le temps unanimes? Bah, ça n'arrive pas. Ouais. Donc du coup, la question, c'est comment on gère le moment où l'un veut accélérer et l'autre veut pas désaccélérer. Ou quand il y a l'un qui veut faire quelque chose et ça impacte directement l'autre. Et je pense qu'il y a une phrase, moi récemment qui m'aide beaucoup, dans ces aléas, c'est que, hem, on s'ouvre mutuellement des espaces où l'un devient l'autre en partie grâce à l'autre. Donc moi, je nourris consciemment une forme de reconnaissance et même si parfois on n'est pas aligné, je me dis: «Je serais pas là où je suis sans lui» et je sais que c'est inversement vrai. Donc maintenant qu'on a construit tout ça, comment on trouve une solution, en fait? Même si Mmh. parfois c'est dur, même si parfois tu as envie d'hurler, même si parfois tu dis: «Je suis pas d'accord». Mais il y a quelque chose que j'ai compris aussi avec les enfants, c'est que personne peut créer la vie que j'ai envie d'avoir à ma place. Et du coup, je pose cette question aussi à mon mari régulièrement de comment on peut être ensemble sans que l'un se sacrifie pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et c'est la même chose avec les enfants. C'est-à-dire, parfois tu dis: «Ils ont besoin de ta présence tout le temps» et tu as envie de leur donner cette présence, mais ça passe parfois par les sacrifices. Et il y a une phrase de Brené Brown qui m'a marquée, qui a dit: «Tes enfants n'ont pas besoin que tu les sauves, ton besoin be ton tes enfants ont besoin de te voir te sauver devant leurs yeux, Mmh. te sauver toi-même» et donc comprendre qui tu es, comprendre où tu vas et c'est de cet endroit-là aussi tu leur donnes les autorisations de confiance et je pense que c'est pareil avec nos maris, en fait. Je sais que parfois je demande un temps d'absence. Je sais que lui, il fait le double à ce moment-là, mais quand je sais pourquoi je fais ça, par exemple, je fais une formation, par exemple, je me dis: «En fait, je suis un être complet et quand je suis complète, je peux réellement t'aimer et m'aimer en même temps» et inversement. Mmh. La communication. Et la communication, c'est hyper important et aussi une forme de délicatesse. Ça, je découvre ça vraiment récemment. C'est-à-dire que quand tu es braqué, l'autre est braqué, parfois on est rude et on veut se punir mutuellement avec des mots, tu sais, on se connaît tellement qu'on sait très, très bien comment blesser l'autre. Mmh. On est d'accord. Quand on se connaît, on est les meilleurs à ça et en même temps, on a tellement pas envie d'être cette personne qui blesse l'autre. C'est pas glorieux, c'est pas beau à voir et pourtant du coup je retrouve que, on a de temps en temps et c'est extrêmement important là d'ailleurs ça arrive la semaine prochaine, on va partir genre 3 jours tous les 2, on laisse les enfants à mes parents et c'est un rituel. Chaque année, on va au même endroit et en fait, on retrouve cette énergie de joie, enfin, on se fait rire mutuellement, quelque chose qui parfois arrive plus dans le quotidien, tu vois? Où tu es trop dans la logistique et du coup
je trouve qu'il y a en fait, j'insiste sur cette idée de délicatesse. Est-ce que je peux être délicate avec mes mots, mes propos? Parce que par ça passe l'amour, en fait. Tu vois? Est-ce que je peux dire quelque chose plus doucement avec plus de Mmh. d'affect, de et du coup, je trouve que ça restaure un certain respect. Je pense que quand il y a plus de respect, il y a plus grand chose à sauver, en fait. Donc je veille à ça, à ce qu'on arrive enfin, toujours à quand même garder ce respect malgré les moments qui peuvent être durs et parfois un moment de désalignement aussi. Mmh. Ce que tu dis a vraiment du sens. Tu t'en rends pas encore compte parce que tes enfants ont que 4 ans et 7 ans. Mais on parlait d'exemple et tu vois ce que tu es en train de dire par rapport à ta relation de couple. Quand tu vas voir quand les enfants grandissent, parfois il peut y avoir un manque de respect. Remarque même à 4 ans et 7 ans, hein. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaie en ce moment, tu vois, de mettre en place, de montrer l'exemple, que dans les conversations, on n'est pas obligé de lever le ton. On peut parler, correctement et donc cette relation avec mon mari, aussi cette relation avec mes enfants, parce que quand on est 6, ça peut vite, partir aussi. Les enfants, ils connaissent après, là où appuyer aussi. Bien sûr et donc je reviens juste à cette idée de d'un tiers parce que le fait d'avoir quelqu'un qui écoute, les 2 et qui nous oblige à nous écouter jusqu'au bout, pour moi, c'est un espace de guérison profonde, en fait et ça nous sort parfois d'une solitude que l'un peut, ressentir face à l'autre quand on est trop attaché à notre envie d'avoir raison, en fait. Mmh. Ah, c'est hyper intéressant et est-ce que tu serais OK de partager un thérapeute de couple, Alors, le thérapeute, je ne sais pas si ça va, vous aider vraiment, mais pour moi, c'est plutôt la méthode. Moi, Mmh. comme j'ai fait beaucoup d'hypnose, je passe par une méthode qui s'appelle Internal Family Systems. Donc c'est une façon de dialoguer avec, les parties composantes de soi, qui passe par ces états d'hypnose ou d'auto-hypnose. Moi, je me fais toujours accompagner par un thérapeute qui peut nous mettre en hypnose tous les 2 et qui peut nous aider à comprendre nos peurs, enfuies ou les enjeux, en fait, intérieurs qui sont parfois pas visibles quand on se parle, là, tel que nous parlons avec Mmh. les ondes bêta, les ondes de conscience, du mental. Donc moi, j'aime beaucoup, en fait, ce moment où on nous met dans l'état de conscience, modifié, c'est-à-dire, où les cerveaux ralentit, tu es dans l'état de relaxation profonde et tu accèdes parfois à des images d'enfance, à des schémas qui se rejouent en toi, à des insécurités que tu ne voyais même pas toi-même, en fait. Et quand l'un expérimente ça vers l'autre, il y a une forme de compassion qui se crée, où tu es beaucoup moins dans le jugement et beaucoup plus dans l'empathie, en fait. Mmh. J'aime beaucoup. Beaucoup moins dans le jugement et beaucoup plus dans l'empathie. C'est quelque chose qui est valable pour, toute la terre entière en ce moment. Si je, viens maintenant sur ce que tu fais dans la vie, on va en parler un peu quand même. Mmh. Heu, L'idée c'est, ta compagne alors tu vas corriger si je me trompe, mais d'accompagner les personnes et surtout en particulier les femmes, je pense, qui ont, des problématiques autour de l'argent. Est-ce que c'est bien ça? Et quelles sont les problématiques qui reviennent le plus? Mmh. Alors, beaucoup de femmes qui viennent vers moi, se tournent vers moi parce qu'elles sont dans un moment de changement, un point pivotal entre l'exécutante parfaite et la créatrice imparfaite. Donc souvent entre 35 et 45 ans, Jung a appelé ça le processus d'individuation. C'est un moment où tu dis: «Bon, bah, j'ai coché les cases, mais maintenant à moi. Ma vie à moi, j'aimerais que ça ressemble à quoi?» Et c'est un moment de grand vide souvent parce qu'on se dit: «Bah, j'ai fait déjà tout ça, j'ai pas j'ai cet âge, j'ai construit tout ça et maintenant, je répare des zéros». Bah, non, en réalité, on répare jamais des zéros, mais c'est plutôt, trouver en soi de conflits intérieurs qui font que parfois tu réponds à une pression intérieure dans ta prise de décision beaucoup plus que ta toi souveraine. Donc moi, mon rôle, c'est quelque part de d'amener les femmes vers étudier leurs zones d'ombre, leurs blessures, leurs peurs, les traverser pour arrêter d'y réagir et du coup, on passe par un moment d'expansion, c'est-à-dire on va verbaliser cette future toi que tu aimerais être
ce résultat financier, si ça passe par là, que tu aimerais, accomplir, réaliser et en fait, troisième phase, c'est le passage à l'action d'un endroit qui est aligné, donc ce que je te disais tout à l'heure de plénitude. On se rend compte souvent dans le coaching que ce que l'argent te donnera, c'est pas pouvoir acheter plus de choses, mais qui est-ce que tu deviens en générant plus d'argent est beaucoup plus intéressant. Par exemple, cette future toi qui se paye déjà, elle dit non à des tâches qu'elle n'a pas envie de faire. Elle dit oui à créer plus de choses qui ont de la valeur pour elle. Elle arrête de passer du temps avec des personnes toxiques qui lui font pas du bien. Elle, arrête de procrastiner, de s'éparpiller. Et donc, quand on commence à étudier cette future toi qui se paye déjà, on se rend compte qu'il y a rien qui t'empêche de l'incarner déjà de plus en plus chaque jour, d'enlever les résistances pourquoi tu y es pas encore. Et quand tu la deviens, c'est là que l'argent arrive, non pas comme une validation, mais plutôt comme une information à quel point tu t'es déjà aligné, en fait. Et dans mon processus du travail avec l'argent, le in fine, c'est pas l'argent que tu veux, c'est cette personne que tu t'autorises pas encore d'être que tu veux. Et c'est pour ça quand je travaille sur l'argent, je travaille réellement sur la valeur de soi et surtout le schéma familial, les loyautés, heu, les comportements schématiques, automatiques quand on est stressé, qu'on s'impose et finalement, moi, mon travail, c'est aussi un travail émotionnel, de travailler avec vos systèmes nerveux. Donc j'utilise la respiration, l'hypnose comme un ancrage, comme, une source de je peux déjà être en paix, en fait, indépendamment de mes circonstances. Parce que le problème avec l'argent, c'est on se dit: «Quand je l'aurai, je serai» Mmh. ou Ouais. «Quand j'aurai plus de clients, je serai». Quand je voilà. Mais en réalité, la condition inverse, quand tu serais, tu l'auras. Et donc, comment tu peux l'être un peu plus chaque jour? Bah, d'abord, il faut la visualiser, il faut créer une relation avec cette future toi, jusqu'à ce que c'est plus attractif de l'être déjà aujourd'hui que de stagner dans cette toi qui te correspond pas vraiment, qui n'est pas ton toi authentique, mais c'est ton toi conditionné quelque part et formaté, tu vois, par toutes les expériences de peur ou de mode de survie que tu as pu adopter pour survivre toi, petite fille, mais toi, femme adulte, ça te correspond plus. Je te donne un Mmh. exemple, les femmes souvent qui deviennent entrepreneurs et qui ont du mal à s'exprimer ou prendre la parole ou de se rendre visibles, elles retrouvent un conflit intérieur, c'est-à-dire, obéissance. Il fallait être une petite fille discrète et gentille à la maison. C'est comme ça qu'on était aimé et récompensé par, tu vois, une forme d'approbation parentale. Bah, OK, ça t'a permis de survivre petite fille, mais aujourd'hui, en fait, si tu obéis à tes clients, bah, tu fais tout gratuitement. Si tu obéis à tes clients, bah, en fait, tu travailles tout le temps et donc être obéissante, c'est une fausse bonne route, en fait et ça te convient plus, toi, femme adulte entrepreneur. Donc il nous faut trouver un autre appui en toi. Si c'est pas obéir, c'est quoi, en fait? Et il nous faut un modèle, en fait, qui est ancré, que tu visualises comment tu peux faire autrement qu'obéir et ça, c'est tellement libérateur. C'est intéressant parce que ce qui est sûr, c'est que la notion d'argent, on en parle assez peu, pas assez et que on se ce qui est sûr, c'est que quand tu te sens en sécurité, l'argent permet de se sentir souvent en sécurité, mais pas que, on est d'accord? Et donc quand on se sent en sécurité, on s'autorise à faire des choix, à être, plus nous et souvent, ben, c'est un peu notre destination et c'est vrai que de l'incarner, c'est ce que j'essaie d'expliquer en ce moment aussi moi quand j'accompagne, c'est d'incarner la personne qu'on a envie d'être. Ça sera plus facile d'y aller que de se dire: quand je» voilà et de s'autoriser tout de suite à être soi, quoi. Mais c'est de la théorie et du coup, c'est beaucoup de théorie. Mais du coup, pour toi, du coup, si on quelles sont les étapes indispensables, qu'on a besoin, nous, en tant que femmes, du coup, pour sortir de ces schémas, de ces fausses croyances et se sentir, légère, enfin? Bah, la première étape pour moi, c'est travailler avec les systèmes nerveux, c'est-à-dire atteindre un niveau de j'appelle ça l'indépendance émotionnelle. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que je peux moi-même, heu, générer les émotions par mes pensées dans mon corps? Donc à la place de dire que je suis pas assez intelligente, pas assez légitime, pas assez diplômée, pas assez
Est-ce que je peux trouver quelque chose qui existe déjà dans mon corps, dont je suis fière et qui est vrai? Pour moi, par exemple, je suis pleinement utile, à mes enfants. Je sais être utile à mes enfants et donc si c'est déjà vrai pour toi, maman, est-ce que tu peux le transposer sur ta vie entrepreneuriale? Si tu peux être utile à tes enfants, tu peux être utile à tes clients. OK, d'accord et donc comment on va expanser cette sensation de sécurité, d'utilité, de connexion à tes futurs clients que tu connais pas encore et te mettre en action de cet endroit-là? Et donc le système nerveux, en fait, c'est quoi? Comment on y accède? Donc déjà, c'est par l'état de relaxation profonde, on a accès à notre corps, et on peut comprendre, en fait, le flux d'émotions. Donc dans notre corps, il y a beaucoup d'émotions qui n'ont jamais été vraiment digérées, comme la colère, comme l'impuissance, comme, mmh, l'anxiété, comme, l'injustice. Comment? La frustration. Frustration et donc en fait, si je te donne une nouvelle pensée alors que ces émotions sont non digérées dans ton corps, cette pensée va glisser. Ces émotions sont Mmh. toujours encore là. Donc moi, je donne des méditations guidées avec ma voix qui permettent de rester avec cette émotion parce que l'émotion, c'est quoi? C'est une énergie dans le corps qui a besoin de vibrer entre 3 à 5 minutes et nous, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? On résiste, on évite. On se rend pas disponible d'être traversé par. Et il s'avère que plus tu te donnes cette autorisation et en conscience, tu vis des émotions fort désagréables, plus ton corps s'en libère, moins Mmh. il en a peur et moins il les évite. Je te donne un exemple. Prendre la parole face à 100 personnes, c'est peut-être tu peux ressentir beaucoup de peur ou de sensation de honte. Si ça se passe pas bien, tu vas ressentir la honte, OK? Et donc tu peux, en fonction, ne pas accepter des invitations de prise de parole alors que trop dommage, c'est quand même une opportunité de ta boîte de se rendre visible. Maintenant, si j'habitue ton système nerveux à vivre la honte, bah, il s'avère qu'il y a c'est quoi le problème du coup de prendre la parole en public? Si le pire, c'est de vivre la honte et maintenant ton système nerveux sait le vivre et tu pas morte et tout s'est bien passé, bah, la deuxième chose, enfin, qui est le pire, c'est de ne pas se mettre en mouvement et se mettre face à 700 personnes, en fait. Et donc tu commences à te dire: «Bah, en fait, maintenant, le pire est exploré, mais est au mieux» et on va beaucoup deuxième étape, c'est la visualisation. On va visualiser quand tu prends la parole en public et tu es déjà dans ce moment d'applaudissement, de reconnaissance, de joie, de connexion et que tu puisses ton énergie, en fait, de là et ça, en fait, il s'avère que notre système nerveux, il ne fait pas la différence entre ce qu'il voit en face et ce qu'il imagine. Donc l'image projetée génère déjà des émotions dans notre corps ici et maintenant. Et Mmh. ça, en fait, ça nous aide à, se mettre en mouvement vers ces premières fois et l'entrepreneuriat, c'est plein de premières fois, en fait. Donc ça enlève la résistance contre, «J'ai peur de ça, j'ai peur de ci» et quand on est dans cette confiance et dans la projection des «et au mieux», bah, il se passe quelque chose de très profond, c'est que passage à n'est l'action n'est plus l'action désespérée. J'ai fait pour éviter le pire. Là, j'appelle ça l'action désespérée. Tu pars un peu dans tous les sens, un peu comme un poulet sans tête, mais tu te connectes à ce que j'appelle l'action alignée, c'est-à-dire, tu commences à dire: «OK, donc pour que ça se passe au mieux, de quoi j'ai besoin? Bah, j'ai besoin de préparer mon discours. OK, je réserve un temps dans ma semaine pour le faire. J'ai besoin peut-être de contacter quelques personnes qui l'ont fait. J'ai besoin» et tout d'un coup, tu commences à te soutenir, en fait et toutes tes actions commencent à être beaucoup plus harmonieuses et donc, bah, guess what? Ça se ressent dans tes résultats. Mmh. Et tu y vas et tu Mmh. fonces. Mmh. Et au niveau des, est-ce que tu penses que, je te confiais juste en intro que parfois, en fait, quand on doit prendre des décisions, on a, l'accompagnement en coaching et cetera, le système nerveux, mais qu'on peut aussi, avoir des outils, tu vois? Bah, moi, je travaille avec les huiles beaucoup, donc est-ce que toi, tu as des outils, typiquement, est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Est-ce que tu utilises des outils, toi, pour t'aider, à ancrer et avoir des fondations solides en tant qu'entrepreneur? Écoute, 1000 fois. Moi, les huiles essentielles, je les ai découvertes avec, une femme que j'ai interviewée dans mon podcast d'ailleurs, qui travaille Mmh. l'endobiogénie. Je sais pas si tu vois? Maria. Je l'avais écouté, tu m'en as parlé, j'avais écouté tous les podcasts, ouais.
et donc j'ai fait 1 à 2 fois par an des cures avec des huiles essentielles qui agissent sur les hormones et tout le système, qui rééquilibre, en fait, les systèmes hormonal dans le corps et ça, c'est une ressource qui est vraiment, fantastique. Ça booste, le corps et aussi ça nous met dans un cocon de sécurité, qui est folle et c'est comme ça que j'ai découvert la puissance des huiles essentielles. Donc déjà j'ai pu l'expérimenter. Ensuite, j'ai quelques compléments, enfin avec ma thyroïde en fait qui sont importants pour moi. C'est des oméga 3. Je prends un complément qui s'appelle Psom et la boîte s'appelle Psom, enfin et ça s'appelle l'essentiel. Donc il y a 9 ingrédients essentiels avec des vitamines B et oméga 3 que je trouve, fantastiques et ensuite je me complémente aussi en fer, parce que ça c'est en fil rouge, ça n'a jamais été vraiment, j'ai jamais eu beaucoup de fer, enfin de façon consistante. Hem et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est un complément qui s'appelle l'eau des Quintans et qui me permet d'avoir, suffisamment d'iode dans l'organisme, donc c'est l'eau de mer, en fait, qui Oui. voilà, que je prends le matin, et ensuite je fais aussi des pauses parce que je me dis que enfin, je veux pas être non plus, tout le temps, soutenue, donc souvent je fais par, des cures de 3 mois, ensuite je pause, 3 mois et je pause. Mmh. Trop bien. Maintenant, on va parler, si c'est OK pour toi, de la partie, entrepreneuriat, business et de comment toi tu as créé du coup, donc tu as fait ta formation de coaching. Puis ensuite, on sait qu'il y a un parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment tu as construit tes offres? Comment tu fonctionnes sur, du contenu gratuit, du contenu plus payant? Mmh. Hem, alors les offres, moi je les ai construites vraiment au fur et à mesure, j'ai pas Mmh. tout créé d'un coup, sachant que je commençais à coacher mes copines, et les femmes du réseau face to face, et je commençais je pense par 40 € de l'heure, tu vois? Et fur et à mesure, enfin, il fallait passer par le one to one pour moi, de bien comprendre la problématique de mes clientes, de savoir Ouais. quels sont les sujets redondants et comment ensuite dans un programme collectif, je peux faire un 360 de ce que je vois qui est Mmh. universel en fait, tu vois? Donc c'est intéressant parce que j'ai vu qu'il y avait comme un chemin en fait d'ascension avec mes prises de conscience et les caps que je passais dans mon activité, j'ouvrais des programmes qui permettaient d'accéder à différents niveaux de moi, de mon activité parce que c'est ce que je transmets en fait aux femmes que j'accompagne, c'est comment j'ai créé mon activité et surtout comment j'ai stabilisé mes chiffres. Parce que pour moi, tu guéris dans ta relation à l'argent quand tes chiffres sont consistants. Et du coup, le premier programme collectif Aligné Accompli qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, je l'ai créé, je pense, 1 an après accompagner que Antoine et ensuite le programme pour les coachs et thérapeutes où je les aide à se payer dans leur métier après la reconversion, qui s'appelle Empower Coaching Club. C'est un programme que j'ai créé quand la 3e année de mon business de coaching, j'ai créé à nouveau plus de 100 000 € par an et je me suis dit: «Si je sais faire cette consistance, ça veut dire que je pourrais le transmettre aux autres», en fait. Et c'est venu aussi à la demande d'une de mes clientes qui m'a dit: «Mariana, quand est-ce que je pourrais me former avec toi à ta méthode?» Et je me souviens que cette question qui m'a terrifiée en mode: «Ma méthode, de quoi tu parles?» était comme une invitation, tu vois? Et Mmh. c'est intéressant, enfin, c'est pas drôle du tout d'ailleurs, mais j'avais tellement du mal à générer du temps, pour créer ce nouveau programme parce que j'étais tellement happée par, bah, on en a parlé, par l'urgent que, j'ai créé le programme pour le coach, c'est-à-dire que j'enregistrais vraiment 24 sessions, quand je me suis cassé les genoux, donc au ski, j'avais un ligament croisé rompu et je ne pouvais pas bouger. J'étais clouée au lit et à ce moment-là, j'ai écrit 80 de ce que je voulais transmettre. J'ai pas encore enregistré et c'est quelque chose que je préconise aux femmes que j'accompagne. J'ai onboardé la première promotion de ce programme et j'enregistrais le contenu semaine par semaine avec elle. Avec elle. Ouais, donc mes vidéos, en fait, elles ont cette énergie de je sais à qui je parle, tu vois? Mmh. Elles sont là en face
et ça pouvait marcher seulement uniquement parce que j'avais déjà cette méthode Monday One et je savais que chaque semaine, je me préservais du temps pour créer la vidéo pour la semaine d'après. Et il y avait, tu vois, il y a un moment, en fait, où comme le programme n'était pas encore fait et pourtant je l'ai déjà vendu, il y a un moment où tu te sens comme un imposteur. Obligé. Voilà, et aussi tu es obligé, exactement, mais surtout le fait que tu connais ces femmes, que tu commences à dire tu sais à qui tu adresses et surtout les questions qu'elle me disait à la fin de la 3e session me donnaient aussi l'input pour la 4e session, donc il y a un cycle et maintenant aujourd'hui, je suis à la 10e promotion de ce programme. Il y a certaines femmes qui sont dans ce programme qui me disent: «Mariana, comment tu savais que je me posais en ce moment cette question? On est à la semaine 10 et tu me réponds à mes questions de la semaine 11» et je me dis: «Bah, parce que je l'ai co-créé en fait, ce programme. J'ai pas pris cette place de celle qui sait tout, c'est l'inverse. Je suis au service des autres et c'est les autres qui savent mieux que moi de quoi ils ont besoin en fait et donc ce programme a été co-créé dans cette dynamique-là». Mmh. C'est ce que je voulais entendre. Ah, Merci. ouais. Je voulais vraiment c'est ça que je voulais entendre, c'est que tu en as beau à partir d'une idée, avoir des choses qui nous semblent très claires dans nos têtes sur ce qu'on veut faire et à quel besoin on veut répondre. Ben, c'est plutôt une création itérative de se créer ces offres et elles vont certainement évoluer dans les prochains mois, les prochaines années comme elles ont pu le faire et je trouve Complètement. ça super. Moi, par exemple, j'ai plein d'idées, mais il y a pas longtemps, on m'a demandé un accompagnement pour les jeunes filles et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça, tu vois? Et donc, ben, forcément, c'est cette demande-là qui va driver, ben, les prochaines offres que je vais créer et je trouve ça super bien. Exactement et je pense qu'il y a aussi une autre question, c'est comment tu remplis ce programme que tu crées, et c'est aussi ta question par rapport au podcast. C'est que moi, je résonne beaucoup avec cette idée de marche des valeurs et du coup, c'est de donner la valeur avant que les autres me payent. Donc, dans mon podcast, dans mes webinaires, je donne beaucoup de ce que j'ai vu, de ce que je sais, de ce qui a de la valeur, pour que tu puisses répartir déjà avec des outils et souvent, en fait, quand j'accompagne d'autres coachs, elles me disent: «Mais j'ai un peu peur de trop donner». Mais en fait, ça n'existait pas trop donner. Enfin, dans mon Mmh. estime, c'est là où on voit que tu es trop connecté à la peur ou au manque, parce que quand tu es dans l'amour, c'est tant mieux que les autres répartent avec tes outils, en fait. Et ceux qui veulent aller plus loin, bah, ils vont payer et ils vont te payer bien pour ce que tu as à leur proposer, et c'est à toi de l'orchestrer quelque part, mais je trouve que enfin, dans ma tête, je n j ça n'existe pas des trop donnés, en fait. Mmh. Mais il y a la fameuse phrase qui dit: «Plus tu donnes, plus tu reçois». Donc, tout simplement, c'est sûr que donc toi, dans ton quelle est, les 1 clientes et les clientes que tu as encore qui viennent sur tes deux principales offres, elles arrivent comment? Via ton podcast? Via, de la connexion en présentiel? Du réseautage, du bouche à oreille? Un peu de tout, mais effectivement, je pense que c'est très important d'agir quelque part, mettre ton énergie là où tu as le pouvoir. C'est-à-dire moi, j'ai aucun pouvoir sur le bouche à oreille, donc je trouve ça dangereux de dépendre du bouche à oreille si tu as un objectif, un chiffre et tu as envie d'avoir une consistance dans ton activité. Parce que ça, c'est indépendamment de toi. Hem, une des choses qui aide énormément, c'est sûr, c'est le podcast et c'est la consistance. Le fait qu'il sort toutes les semaines, qu'il y a une consistance. Il y a certaines femmes qui me contactent, qui prennent le rendez-vous après 1 an, 2 ans d'avoir écouté le podcast. Ouais. Heu, elles me connaissent déjà et quand elles, sont en call de consultation, elles sont déjà convaincues qu'elles veulent travailler avec moi. Donc ça me prend peu d'énergie finalement. C'est plutôt on parle de quand est-ce qu'on commence plus que pourquoi on commencerait et ça, c'est extrêmement agréable et deuxième élément, ce sont les webinaires et les masterclass que je fais gratuitement où je parle des questions clés, c'est-à-dire typiquement le sujet qui me pour moi est très important, c'est comment savoir à quel moment dans ton activité tu vas pouvoir te payer et comment être garante de pouvoir te payer dès la première année de ton activité. C'est ce que je transmets aux femmes avec lesquelles je travaille et du coup, je fais un webinaire qui s'appelle comme ça, de façon cyclique. Je le fais plusieurs fois par an et c'est comme ça que les femmes me découvrent, et c'est de là qu'elles prennent, voilà, des calls de consultation, et pour moi, c'est hors des questions de déléguer mes calls de closing, enfin, ou de consultation, peu importe Mmh. comment on l'appelle,
Pour moi, c'est extrêmement important de rencontrer mes clientes avant que je travaille avec elles, parce que pour moi, ce sont des vraies rencontres. Et pour celles qui sont plus spirituelles, c'est vraiment des rencontres d'âme. Moi, parfois, je sens que, voilà, il y a une âme qui me demande comment je passe, comment je pivote vers une vie qui me convient plus, comment, voilà, quand j'adapte mon mental à la vie que j'ai envie d'avoir et donc ça doit passer par le contact, je dois savoir si je suis la bonne personne et je me réserve toujours le droit, de dire, «Je sens que je suis pas la bonne personne, je sens que», Ça c'est de sens. ouais, c'est extrêmement important, en fait, d'avoir cette honnêteté et aussi, cette affinité quand c'est juste, je l'ai dit que c'est juste aussi, tu vois? Mmh. Et maintenant on arrive sur la fin de cet échange et j'avais envie de parler de vision, de futur. Il y a une question que j'ai oubliée au début, donc on va pouvoir en parler maintenant. C'est quel est ton pourquoi? Parce que quand on entreprend, pour garder le rythme, la discipline et cetera, bon, j'ai bien compris qu'il y avait ça dans ton éducation et qui coulait dans ton sang déjà, mais sur le long terme, voilà, c'est bien d'avoir une vision. Est-ce que tu serais OK de nous partager la tienne? Dans la Mariana dans 5 ans, Mmh, dans 10 ans, je sais pas, comme tu veux. tu sais, en fait, ouais, je suis régulièrement en contact avec Mariana dans un an, on se parle, on s'aime beaucoup et moi je travaille pour je pense que je suis beaucoup animée par la mission de transmettre, hem et j'ai compris que l'expérience de ma vie, c'est-à-dire ce qui m'arrive au niveau individuel, a toujours une dimension universelle et donc partager mon expérience, peut être un portail pour l'autre, pour accéder à un autre état de conscience ou accéder à un niveau de vie qu'il a envie d'avoir et hem, c'est comme si j'avais en moi cette, envie de, pas de transmettre, mais aussi il y a une mission de guérir. Donc cette future moi, c'est une guérisseuse, qui est dans un espace, à elle, où il y a des chevaux, où il y a un magnifique centre, où les gens viennent pour se reconnecter à soi et où je peux déployer complètement mes talents et mes dons à aussi travailler avec l'énergie, avec les émotions et c'est parce que quand je me sens connectée à ce que je fais, notamment la respiration, on n'en a pas parlé, mais récemment, du coup, je fais une formation de breathwork, la respiration, consciente et connectée et en fait, ça m'aide tellement dans ma propre vie que je suis vraiment animée par une phrase qui dit: «Ce que je veux pour moi, je veux pour les autres» et donc Mmh. je suis tout autant connectée à ma future moi qu'à à cette Mariana d'il y a 10 ans qui était, dans une boîte, dans une vie qui cochait les cases et qui était totalement désalignée et très inquiète, de comment elle peut faire pour aller mieux et du coup, je travaille beaucoup aussi pour elle. Je me dis: «En fait, n'abandonne pas l'espoir parce qu'il y a des outils et parce qu'il y a des méthodes et que tu peux créer la vie que tu as envie d'avoir. Tu peux, hein, ça existe». Donc tu vois, je suis dans ce dialogue entre, l'avenir et le passé et aujourd'hui, en fait, je vois que, ça me donne, une sensation d'être à ma place, en fait. Ces derniers mots, ils donnent vraiment, je pense toute la dimension que je voulais donner à ce podcast. Donc c'est parfait. Celle de se dire que tout est possible et que, tu en es la preuve et c'est super inspirant. J'ai quand même une dernière question sur tes rê tu dis que tu voudrais créer un lieu. Est-ce que tu as des envies de voyage, d'aller t'installer ailleurs? 1000 fois, enfin, j'ai 1000 idées à l'air, donc parfois il faut me canaliser. Donc moi, quand je vois tes photos, tes images, quand tu voyages, en permanence avec ta famille, je sens souvent cette, appréciation, tu sais, cette, enfin, tu m'aides aussi, à me projeter ailleurs, tu vois? Et me montrer ce qui est possible, donc merci Audrey pour ça. Moi, en fait, j'avais un projet de déménagement qui a foiré et parce que j'ai décidé autrement. Enfin, finalement, je me suis complètement désintéressée de l'endroit où je projetais me déménager parce que je me suis rendu compte que j'ai créé une illusion et j'agissais beaucoup de imaginer cet autre endroit,
sous un angle, enfin cet endroit n'est pas ce que j'ai imaginé. Donc j'ai dû faire le deuil de l'illusion que j'ai créée par moi-même. Et en même temps, je pense que ça m'a appris une chose. La première, c'est d'apprécier ce que j'ai déjà, que je prends parfois Mmh. par quelque chose de garanti. Et deuxième, c'est que la sensation d'être à sa place est intérieure et pas extérieure. Et du coup, bien évidemment que j'adore voyager, j'adore explorer de nouveaux modes de vie, enfin, c'est très ancré en moi, mais je pense que ce que cette expérience de ménagement qui n'a pas marché m'a appris, c'est que observe, est-ce que tu prends ces décisions parce que tu as envie de fuir quelque chose ou est-ce que tu le fais parce que tu as envie de créer quelque chose? Et du coup, je déménagerai, je pense, quand j'aurai un vrai appel, une invitation, un lieu dont je tomberai amoureuse. Heu et c'est pas encore arrivé, donc c'est pas encore le moment. Poser une dernière question que j'avais oubliée et que je voulais te poser. Est-ce que tu peux nous partager du coup ta relation avec les échecs? Écoute, c'est jamais agréable, mais ça arrive, en permanence parce que plus tu avances, plus tes attentes sont grandes. Donc ce que tu Mmh. considérais comme succès il y a 3 ans, là, ça t'arrive et tu le considères comme un échec. Tu vois? Et en fait, ce qui est pour moi, ce qui m'a sorti quelque part du drame de l'échec, c'est de me dire, «Bah, tu sais quoi? Tant que tu le traites comme une étape intermédiaire, c'est pas très grave». Donc l'échec pour moi n'est jamais une phase définitive, c'est une étape nécessaire même pour arriver vers ce que je veux. Et donc, tu vois, j'ai fermé ma boîte Face to Face. On pourrait se dire que c'était un échec. Et pourtant, je l'ai jamais réellement vécu comme échec parce que je choisis d'aller vers un autre métier ensuite. Mais sans cette phase de face to Mmh. face, je ne serais jamais aussi légitime, j'aurais jamais autant d'exemples, j'aurais jamais autant de réseaux, mes premières clientes ne seraient pas là si j'avais pas cette première phase. Et du coup, pour moi, en fait, je me dis: «Tant que je suis en mouvement, tant c'est pas un échec». Donc quand je lance un webinaire et il y a personne, quand je fais une newsletter et personne s'inscrit à un de mes programmes. À la place de me dire que c'est un échec, je me dis: «C'est quoi ma prochaine idée, en fait? Comment je peux encore aider ces personnes à s'inscrire, celles qui sont pas encore au courant?» Et donc cette idée de: «C'est quoi la prochaine idée?» ça m'a sorti complètement du figement de l'échec et surtout, je me dis que l'échec ne m'arrivera pas tant que je le décide pas. C'est-à-dire que si j'arrête de m'engager, si j'arrête de faire des efforts, là, ça serait un échec, mais j'arrêterai pas d'être engagée tant que je le décide pas, en fait. Et donc je me suis quelque part réapproprié, cette peur, viscérale qu'on puisse avoir, notamment, tu vois, en écrivant mon livre, et en passant du temps avec ce livre sans réellement savoir si je vais le vendre. Je me disais: «En fait, pour moi, le pire, ça sera ne pas l'écrire quand j'ai un appel». Donc j'ai plus peur quelque part parce que même si ça se vend pas, c'est déjà dans ma tête, j'ai décidé que c'est OK. J'avais envie de vivre l'expérience d'écriture du livre. J'avais envie de rencontrer cette Mariana en l'ayant fait. Et surtout, il y a autre chose, c'est aussi, je me pose toujours la question: «Pourquoi j'ai fait ce que je fais? Est-ce que j'aime la raison pourquoi je le fais?» Donc si j'aime la raison pourquoi j'écris ces livres, ça me suffit déjà pour me sentir fière et ne pas devoir être dépendante du résultat de vente pour me sentir fière. Mmh. Trop bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce que pour terminer, tu as une ressource, une personne, tu as parlé de diverses personnes, je pense que je te demanderai des noms après pour les mettre dans l'épisode, mais que tu as un livre? Écoute, il y a plein de livres d'ailleurs que je conseille dans mon livre aussi parce que j'adore lire. Celle qui me vient spontanément, il y a un livre que j'adore qui s'appelle No Bad Parts. Donc je sais pas, elle a été traduite en français, mais c'est-à-dire, c'est un livre sur Internal Family System de Dr. Schwartz qui est incroyable sur la compréhension de soi. J'adore aussi, tout le livre de Nicole Prière
qui parlent de la valeur et de l'argent, qui sont incroyables et un des livres que je conseille précisément, enfin particulièrement, c'est le livre, qui s'appelle «Les trahisons nécessaires», de Nicole Prieur justement et c'est à quel point parfois on a besoin de trahir nos ancêtres pour, devenir soi Tout à fait, ouais. et peut-être, encore un autre, ce sont les livres de Stanislas Grof, sur la respiration notamment et sur le système nerveux. Il y en a plusieurs de ces livres, mais celle qui m'a le plus, touchée, je dirais, elle s'appelle «Pour une psychologie du futur», Stanislas Grof. Voilà, c'est un peu mes lectures, de cœur que j'adore. Trop bien. Merci pour ce temps, merci d'avoir pris ce temps pour cet échange. Tu as apporté énormément de qualité et je pense que ça va beaucoup inspirer. Merci Audrey pour cet espace et merci pour cette amitié aussi qui nous lie et cette inspiration mutuelle, qu'on se donne, c'est très précieux et je suis trop, trop honorée de pouvoir, avoir, cette opportunité de parler dans ton podcast. Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!